Chers amis, bonjour. Bonjour Bonjour, Béatrice. bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle année. Bonne année à tous. Bonne année. On va commencer l'année en parlant de circuits, de voyages, des nouveautés. Les nouveautés, oui, effectivement, on ne va pas vous présenter le nouveau catalogue d'Intermed. Il est tellement riche, il y a plusieurs centaines de voyages. Je ne sais plus combien exactement, mais Béatrice, tu as une Oui, idée, oui, on est à plus on ne les compte 600, plus. On ne les 500, compte plus. 600, oui, on ne les compte plus. Bon, donc on a pris les nouveautés pour vous tenir au courant et puis comme d'habitude vous faire rêver un petit peu, vous amener avec des photos, quelques extraits de musique, vous amener un peu de dépaysement, et autant que possible, d'envie aussi de partir avec Intermed. C'est aussi évidemment un des buts. Alors, Alors, en attendant que tout le monde se connecte, comme d'habitude, une petite entrée musicale. Cette fois-ci, pas de chat, mais un tube de Smetana. Pourquoi Smetana? Suspense, vous allez comprendre bientôt pourquoi Smetana et les compositeurs tchèques seront à l'honneur en 2024 lors d'un voyage intermède. vous savez, Smetana, c'est celui qui est à l'origine, parce qu'il n'a pas composé pour ça, mais de l'hymne tchèque, Ma vlast, ma patrie. Mais c'est pas ça qu'on va entendre. Non. Oui, d'ailleurs, c'est un ensemble de poèmes symphoniques. Et donc, Ma patrie, ma valse, le deuxième s'appelle, c'est celui qu'on a entendu, La Moldau, donc de Smetana. Et la Moldau, eh bien, la Moldau, c'est le cours d'eau, c'est le fleuve, et c'est ce que l'on joue à l'ouverture du printemps de Prague tous les ans. On va en reparler. C'est important, on va en reparler. Bien, alors, on part. Ah, euh, on part maintenant sur une croisière événement, donc, qui est d'ailleurs en mai, assez bientôt. Une croisière événement en Algérie des Phéniciens à nos jours. Donc un panorama global, historique, mais aussi bien sûr géopolitique, et c'est la découverte, depuis un bateau, de ce très riche patrimoine assez méconnu. Il n'y a pas tellement de circuits en Algérie, il y en a même peu, pas toujours très facile, mais là on est sur un bateau et on fait des excursions qui sont toutes incluses. Et voici nos intervenants. Donc on a un spécialiste d'Algérie qui est un historien, qui a écrit d'ailleurs un livre sur l'histoire de l'Algérie, Michel Pierre, et Slimane Zeguidour, TV5 Monde, que tu connais, Béatrice. Oui, oui, c'est un journaliste qui a été grand reporter et qui connaît bien l'Algérie aussi, qui accompagnera un des groupes avec Philippe Ménard et Arnaud Edouin, qui sont les deux autres conférenciers. Et donc, il y aura trois groupes, un conduit par Philippe Ménard, un par Arnaud Edouin, un par Slimane. Et Slimane, en plus, sur le bateau, avec Michel Pierre, fera des conférences. C'est vrai que j'aurais pu le mettre aussi dans les conférenciers, mais il a une Double double casquette. casquette, exactement. Alors, bon, on ne vous présentera pas tous les sites, mais donc le départ est de Nice, le retour à Barcelone, et on ne voit pas que l'Algérie, on va en Sardaigne, vous voyez, Alguero,
Constantine, Alger, Tipaza, Oran, en Espagne, Elche et Barcelone. Et alors là, vous avez les ruines antiques de Tipaza. Tipaza, bon, il y a le livre d'Albert Camus, Retour à Tipaza, mais c'était une grande ville antique, magnifique ruine, vous voyez, sur les bords de la Méditerranée, mais aussi le fort de Santa Cruz à Oran, et qui a été construit à la fin du XVIe siècle, alors qu'Oran était resté une propriété, une enclave de l'Espagne, jusqu'en 1791, de 1509 à 1791, alors que tout le reste, depuis 1516, avait été organisé par les frères Barberousse, vous connaissez Kéredine et Barberousse, qui était d'ailleurs à la Grande, au siège de Malte, et la régence d'Alger, donc on avait une enclave espagnole, ça aussi c'est original, et vous voyez ce fort, mais aussi la ville d'Oran, Alger bien sûr, et Alghero en Sardaigne, qui est aussi à découvrir. Il y avait eu des Génois aussi. On parle un petit peu de ce bateau, vous voyez, un bateau. Alors, les bateaux d'intermède sont pas ces monstres des mers où vous avez combien 16 étages, vous voyez, bon, 3000, 4000, non, là on est sur 380 passagers, c'est raisonnable. Et vous voyez ici, là, salon, une chambre. Alors, ce qu'il faut savoir, Béatrice, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place. Alors, d'après mes dernières informations, il reste 5 cabines. Il y a encore 5 cabines disponibles. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Ah oui, c'est pas beaucoup, 5 cabines. Oui, ça a eu du succès, mais il en reste 5 quand même. Allez. Bon. Non, c'est pas un argument marketing, parce que ça, c'est classique. Dépêchez-vous, il non, n'en c'est reste vrai. plus. On est honnête, nous. On est honnête. Oui. Bien, alors, un grand événement aussi, c'est voilà. vraiment original, par d'ailleurs un musicien non, il n'y a pas d'autre date, Laurence. Très important, que je connais bien, figurez-vous, et Béatrice aussi, avec sa femme Françoise, Michel Letiec, il est charmant et c'est le plus grand clarinettiste français, un des grands vraiment, qui a été professeur au Conservatoire national supérieur de Paris, et qui a fait quantité de choses. Il a été pendant une trentaine d'années directeur du Festival de Prades, du Festival Pablo Casals, enfin. Et c'est un homme absolument charmant, d'une gentillesse. Et il sera là d'ailleurs avec le Quatuor Talić. C'est-à-dire que le concept, cette fois, c'est pas une croisière, mais c'est un voyage événement où vous allez avoir des concerts dans Prague. Prague qui est une ville musicale par excellence. Vous savez, Mozart était plus populaire à Prague qu'à Vienne, quasiment. Pour les Don Giovanni, par exemple, qui a été créé à Prague, au théâtre XVIIIe siècle de Prague, ça a été un succès phénoménal. Et la mort de Mozart à Prague a été véritablement l'objet d'une grande, on va dire, grand rassemblement de foule. C'est, vous voyez, un petit peu d'ailleurs, on voit toujours la mort de Mozart à Vienne avec ses obsèques à la cathédrale de Saint-Étienne et le cortège qu'il mène au nouveau cimetière où il n'y a personne qui accompagne. Bon, c'est un peu exagéré après, enfin bon, il se trouve qu'il faisait très très froid à ce moment-là, mais bon, la mort de Mozart est quand même pas passée inaperçue, mais à Prague, Mozart, c'était un très très grand nom. Et alors, il se trouve que aussi, on a cette année 3 grands noms, les 3 plus grands noms, on peut dire, de la musique tchèque, vous voyez, avec des anniversaires. Alors voilà, le voyage qui a été organisé vraiment par Michel Letiec, du 25 au 29 mai. Alors vous le voyez ici, bon, je vous présente pas en détail tout ce qu'il a fait, ça serait beaucoup trop long, mais vous le trouverez évidemment facilement sur Internet. Et puis le Talić Quartet, qui est un des meilleurs quartets qui existent, prestigieux. C'est un quartet tchèque et qui avait été fondé par le père de Jan Talić. Jan Talić, vous voyez, c'est le violon. Et son père s'appelait aussi Jan Talić, et il se trouve qu'il avait fondé, donc, en l'honneur du célèbre chef d'orchestre du début du XXe siècle, Václav Talić. Donc, le Quatuor Talić. Et puis, vous avez Christophe Maratka, qui est pianiste, chef d'orchestre, comédien, réalisateur de films. Et compositeur aussi. Compositeur, et oui, je ne l'ai pas mis, oui. Et il connaît parfaitement Prague. C'est un enfant de Prague, mais il a aussi, je crois, Béatrice, des attaches à Paris. C'est le gendre de Michel Letiec. Il a épousé une des filles de Michel Letiec. Et oui.
Mais du coup, ça sera intéressant de le rencontrer, vous verrez. Et puis même, je crois qu'il accompagnera à la fin du groupe après ça. Alors, oui, oui, donc Christophe Maratka accompagnera le groupe peut-être pas pendant tout le voyage, parce que le voyage a lieu pendant le festival Printemps de Prague. Et lui, il joue à l'occasion de ce festival. Donc, il y aura peut-être quelques répétitions. Mais donc, il accompagnera le groupe une partie du voyage et il vous fera découvrir en fait des adresses un peu secrètes, parce que bon, c'est sa ville, Prague, hein, il connaît beaucoup de sites, beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment un privilège d'être accompagné par Christophe Maratka et Michel Letiec aussi. Donc, bon, il y aura deux très bons guides locaux qui seront là avec vous, mais il y aura aussi Michel Letiec et Christophe Maratka qui vous feront profiter de leurs connaissances, notamment musicales, de la ville de Prague. Et vous voyez, alors en même temps, on a choisi ces dates avec la coïncidence avec le Festival du Printemps de Prague, un très célèbre festival européen. Et cette année, c'est l'anniversaire des 3 plus célèbres musiciens tchèques, on peut dire. Tout à fait. Smetana. Alors là aussi, c'est un double anniversaire. Vous voyez, il est né en 1824, donc voilà, 200 ans. Et il est mort en 1884. Dvorak, qui est mort en 1904, vous voyez, et Janacek, qui est né en 1854. Donc, les 3 grands musiciens. Et donc, c'est un voyage qui tournera aussi sur cette thématique des 3 musiciens. Alors, le Printemps de Prague, c'est justement toujours le 12 mai. Pourquoi? Parce que c'est le 12 mai qu'est mort Smetana. Vous voyez, donc, ce festival classique qui porte le nom de Printemps de Prague, bon, vous savez historiquement la référence, naturellement, mais aussi parce qu'on l'a choisi au printemps, et donc en fonction de la mort de Smetana. Alors, des concerts privés. Vous voyez, par exemple, le musée Smetana, Michel Letiec et le Quatuor Talich, là, dans ce très beau bâtiment du musée de Smetana, interpréteront le quintet avec clarinette de Mozart, que Shell 581, c'est dans les dernières œuvres. Mozart, vous savez, a développé la clarinette à la fin de sa vie. Il a fait aussi un concerto pour clarinette, qui est une des toutes dernières œuvres. Et Smetana, le quatuor numéro 1 de ma vie, tragique, c'est une sorte d'autobiographie, alors que il est devenu sourd lui aussi, ce qui est, vous savez, la tragédie aussi de Beethoven, de Smetana. Il dit: ce que j'ai voulu faire, c'est retracer en musique le déroulement de ma vie. Donc, ça sera évidemment magique en ces lieux dans le musée Smetana. Et puis, un concert privé dans la synagogue Klaus, sous réserve ou Meissen, une des synagogues, peut-être sans doute Klaus. Vous voyez d'ailleurs ici l'intérieur. Vous savez que Prague est une ville qui avait des communautés juives extrêmement importantes. Vous avez la fameuse synagogue vieille nouvelle, la synagogue du XIIIe siècle, et puis vous avez d'autres synagogues, y compris de style baroque. Donc, vous voyez cette synagogue dans laquelle on écoutera Léos Janacek, le quatuor Lettres intimes, qui avait été appelé Lettres d'amour, en hommage à son dernier amour, Kamila Stoyslova. Vous savez, quelquefois, les sentiments en eux-mêmes sont si puissants que les notes cachent derrière elles une évasion. Et alors, un klezmer. Le klezmer, c'est une musique instrumentale juive des communautés juives ashkénazes d'Europe de l'Est. Et donc, c'est un type musical, vous voyez, donc, que vous écouterez à ce moment-là, cette vie musicale, donc, des communautés juives. Un concert dans le cadre du festival du Printemps de Prague à la maison municipale. Alors, vous voyez ici l'intérieur, la salle Smetana, la maison municipale, vous la découvrirez, c'est un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau. Et vous aurez l'organiste Iveta Apkalna, que vous voyez ici à droite, qui est d'origine lettonne et qui est titulaire depuis 2016 de l'orgue de la Philharmonie de l'Elbe à Hambourg. Et donc, vous entendrez Bach, la toccata et fugue en D mineur, je sais jamais, attendez, c'est D en Ré mineur, là. Francis et funérailles de harmonie dans les harmonies poétiques et religieuses. Johannes Brahms, chorale et prélude, opus 122, bon, une partie. Peter Eben, Requiem et Walpurgis Night de Faust. Léon Bollmann, suite gothique, ça c'est l'orgue de la fin du 19e siècle. Péteris Vasque, Te Deum, et on retermine avec Bach, la chaconne de la partita numéro 2 en Ré mineur.
Autre concert, ça c'est vraiment le concert événement du printemps de Prague, dans la salle Dvorak du Rudolfinum. Alors vous voyez, l'acoustique est célèbre, vous la voyez ici. Ça sera l'Orchestre Philharmonique de Radio France avec un programme, une création mondiale de Christophe Maratka. Il est très connu comme compositeur, comme interprète, enfin, il a vraiment des activités très importantes. Et vous découvrirez aussi une pianiste, compositrice, pianiste d'origine française, Louise Farenc, enfin pas d'origine, mais française. Ses origines d'ailleurs étaient plutôt hongroises. Elle est née en 1804, morte en 1875, vous voyez, l'ouverture numéro 2 en mi bémol majeur, et Christophe Maratka, Sanctuaire aux abysses des grottes ornées, concerto pour violon et orchestre en première mondiale, coproduction avec le Festival du Printemps de Prague et Radio France. Maurice Ravel, la suite de Daphnis et Chloé, et toujours de Ravel, la valse. Au violon, Amaury Coutéo, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et direction Miko Frank. Ça sera un grand moment aussi. Ah, d'autres dates? Non, il n'y en a qu'une, malheureusement. Non, mais je pense que Laurence parlait de la croisière Algérie. Ah, d'accord, j'ai un peu de retard. Mais de toute façon, sur ces événements, en principe, il n'y a qu'une date parce que c'est un peu la disponibilité de nos vedettes. Donc, mais bon, on fera d'autres choses. Hein. Un concert privé au musée Antonin Dvorak en compagnie du Quatuor Talich, Christophe Maratka et Michel Le Tiec. Donc, vous voyez, Dvorak, le Quatuor américain numéro 12, très très connu, la musique de chambre, à part la symphonie du Nouveau Monde, pour la musique de chambre, on va dire, c'est la pièce la plus célèbre, hein, avec les influences américaines qu'on trouve dans la symphonie du Nouveau Monde, mais aussi la nostalgie du pays natal, entre les thèmes issus du Nouveau Monde et la tradition, on va dire, la musique, le folklore tchèque. Brahms, le quintet avec clarinette opus 115, qui est très pathétique, hein, l'adagio, et avec ce côté tzigane aussi. Et Brahms, d'ailleurs, qui connaissait très bien Dvorak. Et Dolina Maratka, donc, c'est des transcriptions de musique populaire d'Europe centrale, les Xardas. Et vous voyez la Villa America, ou Palais des Mishnah, c'est cette villa baroque qui a été construite par un des très célèbres architectes de Prague. Il y avait Christoph Dietzenhofer et son fils Kilian Ignace. C'est le contraire, pardon. Ça, c'est le père. Hein. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Prague. J'y allais souvent à une époque. Mais... Donc, entre 1717 et 1720. Et c'est le musée Antonin Dvorak. Donc aussi, le lieu est magique. Hein. Les Dietzenhofer, père et fils, bon, peu importe lequel, ont réalisé beaucoup d'églises de Prague. Saint-Nicolas de Malastrana, par exemple, qui est un joyau et que vous découvrirez. Mais bon, je ne vais pas vous parler évidemment de tout le patrimoine de Prague, sinon on a quand même beaucoup d'autres voyages à voir. Et le concert d'adieu privé, ça sera le magnifique palais baroque Lobkowicz. Il se trouve en bordure du château, du Rad, sur la colline du Radchany. Et voyez, vous entendrez Leos Janáček, sonate pour clarinette et piano, Bedřich Smetana autour de la Moldau, Antonin Dvorak, le trio Dumki, et Michel a dit il y aura quelques surprises autour de Mozart et Beethoven. Toujours des surprises avec Michel. Ah oui, mais c'est toujours extrêmement convivial. Toujours. Et vous aurez des rencontres avec, évidemment, beaucoup de contacts. Donc, Martin Rudowski, en particulier, dans les rencontres, directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Prague, donc, qui parlera de la vie musicale à Prague aujourd'hui. Et puis, vous rencontrerez donc Christophe Maratka, qui à l'origine est pianiste, mais compositeur et chef d'orchestre, ancien et nouveau monde, et il présentera une collection d'instruments, trans-instruments archaïques, populaires, tchèques, moraves, et il en jouera pour vous faire des démonstrations. Vous voyez qu'il en tient là quelques-uns, des sortes de chalumeaux, flûtes. Tiens, il y a quelque chose aussi qui ressemble furieusement au cornet à bouquin du XVIIe siècle. Vous voyez, c'est la forme d'une corne qui tient dans sa main gauche. Le cornet à bouquin, sonorité magnifique. Voilà, et puis bien sûr, je ne vais pas vous parler de tous les sites, naturellement, la vieille ville, Malastrana, etc. Mais il y a des sites, justement, moins connus aussi, parce que vous êtes peut-être déjà allé à Prague, mais bon, il y a les prémontrés de Strahov, par exemple, mais il y a aussi le château de Nelaoseves,
qui est la perle de la Renaissance de la Bohème centrale, que vous voyez en bas, que vous voyez en haut, la place de la Nouvelle-Ville, l'hôtel de ville, etc. Alors, pour en savoir plus, déjà, Michel Letiègue va faire une conférence, comme aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. C'est une vidéoconférence gratuite, hein, c'est une conférence qu'on appelle Tour du Monde, d'ailleurs, je crois, le 6 février 2024 à 14h30. Donc, il suffit de vous inscrire sur le site internet et vous en saurez plus. Et puis, en plus, eh bien, c'est lui qui vous la présentera. Donc, voilà, vous aurez l'occasion de l'entendre et de lui poser des questions. Je dirais même un premier contact. C'est ça. Allez. Alors, attends, oui. Attends, juste oui, un petit extrait. Quelques notes du Quatuor Tialic, le quatuor américain, justement, pour entendre ce fameux Quatuor Tialic que vous rencontrerez. Voilà, vous aurez le plaisir et l'honneur de les rencontrer donc à l'occasion de ce voyage. Je les ai entendus d'ailleurs plusieurs fois, à Prades, entre autres, hein, naturellement. Vous avez reconnu Jan Talić, c'est celui qui est un petit peu dégarni. Bon, on part en Croatie maintenant, dans un yacht privatisé. Vous voyez un joli petit yacht que vous voyez ici, pour la musicale de Villancourt, la croisière musicale, donc une croisière de l'Adriatique, naturellement, avec un nouvel itinéraire qui a été pensé. Et bien sûr, toujours ce principe de Dominique de Villancourt qui est véritablement autour du contact, autour de l'approche, autour, on va dire, de la convivialité aussi. Vous voyez, intimiste, c'est ça, c'est le mot-clé. Une croisière intimiste, un petit yacht entièrement privatisé, deux musiciens et une conférencière. Alors, Dominique de Villancourt, je ne vais pas vous le présenter, on l'a présenté pratiquement sur toutes les conférences, puisqu'il y a régulièrement avec lui des événements. C'est un très, très grand violoncelliste, mais aussi qui a beaucoup d'autres casquettes, qui est un organisateur, un directeur artistique, vous voyez, et qui est extrêmement sympathique. Et vous avez alors un personnage que personnellement je ne connaissais pas, figurez-vous, et que je découvert, mais malheureusement je ne peux pas partir avec vous, c'est Katharina de Vaucorbeil, excellente conférencière, historienne qui connaît très bien les Balkans, qui partira, mais c'est Théo Hould. Et Théo Hould, prodige de l'accordéon. Alors l'accordéon, dans le classique, eh bien oui, apparemment, il a été nommé dans la catégorie Révélation soliste instrumentale, les victoires de la musique 2023, cette année. Donc c'est à découvrir, il fait des prodiges avec son accordéon. Étonnant. Et Katharina, donc, des concerts privés, des moments de convivialité avec les artistes, au fond, c'est l'idée de les côtoyer, hein, véritablement, de pouvoir discuter au petit déjeuner, à l'issue d'une visite, vous voyez. Alors, il y aura toute une série de concerts qui sont sur le bateau, naturellement. Les artistes vous parleront de leur métier, de leurs découvertes, de Bach, vous savez que Dominique de Villancourt interprète couramment et dans des endroits magiques les 6 suites de Johann Sebastian Bach, et celle-là même d'ailleurs qui avait été redécouverte, on peut dire, par Pablo Casals. Et
vous avez des concerts donc aussi qui seront dans des lieux. Vous voyez, la Maison d'art de Sibénic, par exemple. Et, Dominique vous interprétera une chaconne et une suite de danse de Bach. Zadar, dans une salle de spectacle, et là, ça sera un répertoire romantique, Tchaïkovski, Saint-Saëns. Bon, il y aura des concerts privés sur le pont, mais ça dépend du temps, donc on est toujours très prudent, hein, parce qu'il peut pleuvoir, hein, ça arrive. Même si la date, hein, vous avez vu quand même, le choix de la date, c'est septembre, c'est fin septembre, 21 au 28 septembre. Et puis, vous avez aussi un moment certainement assez magique au monastère de Var, dans des méditations, une atmosphère particulière. Les gavottes et six doubles de Rameau, la toccata de Bach, vous voyez ici ce couvent franciscain de Var, pardon pour la prononciation, je ne suis pas comme Katharina qui est spécialiste des Balkans. Alors, vous voyez des étapes à Split, Siveni. Vous avez le parc de Kra, hein, Béatrice, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, tu as dit. Bon, et ce qui est magnifique, vous voyez ici les chutes d'eau, c'est un site naturel exceptionnellement préservé. Il y a une découverte de la nature aussi qui est importante. La navigation dans l'archipel des Kornati, Var, Vis, Trogir. D'ailleurs, je crois que Katharina en parlera aussi. Alors, il y aura une conférence de présentation avec Dominique de Villancourt et Katharina de Vaucorbeil, si je me souviens bien, le lundi 29 janvier à 14h30. Donc, vous aurez là aussi l'occasion d'avoir une présentation dédiée à ce voyage. Ah oui, c'est très bientôt, hein. Mmh. Donc, inscrivez-vous. Là aussi, vous regardez sur le site intermède. Vous avez vu, c'est très clair. Vous avez les rubriques du haut, hein, et puis c'est Conférences et visites culturelles. oui. Et là, vous trouverez le planning mois par mois. Voilà. Donc, vraiment, c'est simple, hein. Et vous cliquez. Et vous réservez, c'est gratuit. Alors, évidemment, il y a des lieux extraordinaires. Le palais de Dioclétien à Split, là, il prend encore plus de relief avec l'éclairage. Bon, vous savez que Dioclétien s'est retiré à Split, hein. Dioclétien qui était le fondateur de la tétrarchie, donc à la fin du 3e, début 4e siècle. Ce palais est un extraordinaire palais romain à la charnière de l'Antiquité tardive. Et le bateau, vous voyez ce beau petit bateau Équator avec le pont et puis des cabines claires. Alors évidemment, vous avez différents types de cabines, vous voyez, ça dépend des catégories. C'est toujours très souple, hein, donc j'en avais avec de grandes fenêtres, d'autres intérieures, bien sûr, mais de toute façon, c'est très confortable. Et Dominique, on le retrouve dans le désert, en Ouzbékistan, un autre voyage événement qui aura lieu du 4 au 15 octobre. Il n'arrête pas, hein. C'est un grand navigateur, mais il parcourt aussi des chemins du désert. Et donc, c'est un circuit qui sera accompagné par votre conférencier Stéphane Martin, intermède, historien de l'art, École du Louvre. Donc, Dominique de Villancourt, vous le voyez ici avec son violoncelle dans le désert. C'est un petit circuit, hein, limité à 30 personnes et avec plusieurs concerts, des moments musicaux impromptus selon l'inspiration du maître, naturellement. Il y en a des sites exceptionnels. Il y a la mer d'Aral, par exemple. Ça, c'est vraiment à découvrir. C'est une mer qui s'assèche. Et vous voyez ce site de la mer d'Aral, vous avez Khiva, Boukhara et Samarcande. Évidemment, c'est 3 sites historiques, magnifiques, avec les monuments, avec les céramiques, bon, les plus célèbres d'Ouzbékistan. Et vous avez aussi des lieux qu'on découvre et où auront lieu, par exemple, des concerts, le théâtre Navoï à Tachkent. Tachkent, c'est la capitale, hein, comme vous le savez, mais aussi l'ancienne médersa, des maisons traditionnelles à Khiva, Boukhara et à Samarcande, où là, vous aurez des concerts, récitals, des cadres atypiques, le cimetière de bateaux de la mer d'Aral, justement, puisque c'est pourquoi il y a un cimetière de bateaux, parce qu'il n'y a plus de mer, donc les bateaux sont restés là, échoués. C'est un moment fort, mais aussi le désert du Kizilkoum avec les citadelles du désert.
voyez ici les remparts de Khiva, puissants, magnifiques, ou Boukhara, la vue aérienne, Kalian, minaret, vue au crépuscule. Alors, juste pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter quelques notes de Dominique dans le désert. Voilà. On a surtout entendu le vent. Oui, c'est effectivement, vous avez ce fond et le désert, et là, justement, il prend son violoncelle et la magie opère. Mais c'était les quelques secondes qui précèdent. Alors, la croisière événement en Égypte avec Dominique Farou à la rencontre de Ramsès II. Dominique Farou, c'est un vieil ami de Ramsès II, ils se connaissent très bien, et de son épouse Néfertari. Il se trouve que Dominique, que je connais bien aussi, figurez-vous, il se trouve, peut-être certains d'entre vous suivaient les conférences que je faisais, des cycles intermèdes, et c'était à Khéops, et on se croisait souvent, on discutait. C'est un égyptologue, c'est pour ça qu'il est à l'Institut Khéops, et c'est un égyptologue de renom, qui a été commissaire de l'exposition Ramsès et l'or des pharaons. C'est vous dire s'il connaît très très bien Ramsès II. Hein. Donc c'était à la Grande Halle de la Villette en 2023. Et c'est une croisière qui a lieu en octobre, du 7 au 17 octobre. Donc, il dévoilera les secrets du règne de Ramsès II. Vous voyez Ramsès II qui est à droite avec le képrèche, la coiffe, et la reine Néfertari à sa droite, et son fils à sa gauche, en plus petite. Une belle statue du musée de Turin en diorite, et vous voyez Dominique qui est en train d'expliquer. Alors, voici ici les sites, les principaux sites, avec la vallée des rois, la vallée des reines, la visite exceptionnelle, ça c'est vraiment remarquable, de la tombe de Néfertari. Certains en ont peut-être vu un facsimilé reconstitué au Mans, figurez-vous qu'il y en a un au Mans, au musée du Mans, mais ça n'a rien à voir évidemment avec ce lieu, où d'ailleurs on ne peut pas rester très longtemps, où la visite est absolument contingentée, il y en a très très peu, il faut réserver longtemps avant. Pourquoi? À cause évidemment des dégâts que la respiration peut causer sur les peintures exceptionnelles. Puis il y a aussi quantité d'autres lieux, Karnak, Abydos, Edfou, Komombo, Abou Simbel, Aswan, c'est des grands lieux, mais aussi Philae par exemple. Et Philae, c'est un temple qu'on ne voit pas souvent. Hein. Vous voyez où ça se trouve, hein. Vous voyez Philae, pas très loin d'Aswan, sur les bords du lac. Alors, vous voyez, c'est le temple d'Isis à Philae, à la pointe méridionale. Philae, c'est une île. Hein. Et le temple, c'est un temple de l'époque hellénistique. C'est les souverains lagides hein, qui dirigeaient l'Égypte à ce moment-là. Donc, dans les années 302-330 avant Jésus-Christ, sur un sanctuaire plus ancien d'ailleurs. Très, très beau lieu avec le sanctuaire qui se reflète avec l'eau. Et voilà la tombe de Néfertari, grande épouse royale de Ramsès II, donc 13e siècle avant Jésus-Christ. Et la reine, d'ailleurs, il vous en parlera, connaît très très bien, moi j'ai juste 2-3 notions. Et la reine a joué un rôle politique aussi, ce qui est assez exceptionnel. Hein. C'était une femme assez hors du commun, Néfertari. Et ce tombeau a été découvert en 1904 dans la vallée des Reines. Il porte le numéro QV66, comme je vous ai dit. C'est le saint des saints, rarement accessible, mais il le sera pour nous. Le bateau, le MS El Djemila, entièrement réservé, hein, 120 personnes, donc au maximum, mais bon, on espère que vous serez 120, bien sûr. Il y a 66 cabines, 4 suites, air conditionné, bar lounge, piscine, solarium, boutique, restaurant. Vous voyez, c'est un bateau fluvial avec le pont qu'on a là.
Et regardez le style aussi, qui est fait avec beaucoup d'harmonie, la réception, hall, l'entrée, et une cabine, donc un ensemble qui a été, on va dire, très bien décoré. Alors juste, il y aura aussi une conférence de présentation de ce voyage par Dominique, le vendredi, 26 janvier à 14h30. Alors 26, 29 29, janvier. c'est ça. Et Michel Letiec, c'est Le 6 ou le 9, je sais plus. Février. février. Ouais. Ouais, donc vous regardez, là, vous avez 3 conférences, si ces 3 circuits vous intéressent, 3 conférences de présentation à découvrir. Et puis si on partait au Japon, en voilà une croisière exceptionnelle, hein. Et en plus avec quelqu'un de tout à fait hors norme, Étienne Klein. Tout à fait. Alors c'est une croisière qui sera organisée en 2025, hein, mais on l'annonce parce que c'est quand même un voyage événement à l'occasion de l'exposition universelle d'Osaka. Non, c'est pas un événement, Béatrice, c'est un super événement. Un méga événement. Méga. Donc, bon, puis alors en plus, c'est une approche du Japon exceptionnelle. Et puis bon, Étienne Klein, vous allez voir, c'est un personnage complètement hors norme et qui s'intéresse à des questions. Vous le voyez là. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière, CNRS, mais aussi, et c'est là où il est vraiment intéressant pour nous, parce que on pourrait dire, attendez, ce type de savant, personne n'y comprend rien. Hein. Bon, j'en connais comme ça, peu accessible. Mais lui, sa question, c'est la vulgarisation. Il est aussi un philosophe des sciences, hein, vous voyez, donc il a une vision qui s'attache aux grands problèmes contemporains, et en particulier les conséquences de la physique contemporaine. Bon, physique quantique, la physique des particules. Et vous aurez 3 conférenciers que tu connais bien, Béatrice, qui sont... Alors, 3 spécialistes du Japon, Solveig Placier, Jeannette Thirault et Guillaume Loiret. Donc, Solveig, Jeannette et Guillaume ont étudié le Japon, l'art, la civilisation au cours de leurs études. Et ils vont régulièrement au Japon, ils accompagnent des voyages au Japon. Guillaume Loiret n'accompagne qu'au Japon. Solveig et Jeannette accompagnent sur d'autres destinations, mais c'est quand même une destination pour elle de prédilection. Solveig a vécu au Japon. Ah oui. Et Jeannette aussi, je crois qu'elle peint... Oui, oui. Elle est restée dans l'Himalaya, elle aussi. C'est ça. Jeannette, voilà, vous avez visité avec Solveig le musée Guimet, donc vous avez pu apprécier les qualités de Solveig. Solveig est très appréciée, mais les 2 autres également. Et Jeannette a étudié à l'école du Louvre, en fait, hein, l'art japonais. Donc, au fil de la croisière, ces 3 conférenciers vous feront des conférences plus spécifiquement sur le Japon et la Corée aussi, puisqu'il y a une escale en Corée. Donc sur l'art, la civilisation, la religion, la vie contemporaine au Japon. La Corée aussi. Ah mon Dieu. Il y a Busan et Gyeonggi. On irait bien. Ouais. Et oui, Guillaume Loiret, lui, il parlera aussi peut-être de géopolitique, puisqu'il a été journaliste aussi. Il parlera des rapports historiques et contemporains entre la Corée et le Japon. Ça, c'est un gros sujet. Oh, c'est un gros sujet, oui, difficile. C'est un gros sujet, difficile. Alors, vous voyez, si vous tapez Étienne Klein, Étienne Klein, vous tombez sur le site de vulgarisation scientifique d'Étienne Klein. Il me plaît de penser que la physique est une sorte d'alpinisme intellectuel consistant à grimper jusqu'à des hauteurs himalayennes où le logos est rare et la vérité mutique. C'est fort. Donc, vous voyez, avec ces questions d'actualité, il se met à portée de son public, avec parfois des traits d'humour. C'est un personnage assez drôle, assez truculent. Vous voyez là, reprenant la pose d'Albert Einstein, et il dit « Mon métier, c'est de rendre les gens fous ». Bon, rassurez-vous, vous ne reviendrez pas fou de la croisière, je ne pense pas. Hein. Non, mais c'est quelqu'un de très convivial en plus, et pédagogue. On le comprend. Vous voyez des sujets qui l'intéressent et qu'il abordera probablement. Bon, la croisière est en cours d'élaboration quand même. Bon, il y a l'essentiel qui est posé, mais elle n'est pas encore commercialisée puisque 2025. Elle le sera bientôt. Hein, elle le sera bientôt. Et si vous êtes intéressé, de toute façon, vous pouvez demander au service client qui vous enverra le programme dès qu'il sera finalisé. Voilà. Vous voyez, par exemple, quel avenir pour l'intelligence artificielle? Ça, finalement, c'est une question qu'on se pose tous aujourd'hui. Hein. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous remplacer?
ou au contraire, est-ce que ça va permettre un nouvel essor de l'esprit? Vous savez, il y a ces fameux robots qui s'occupent des personnes âgées au Japon. Pratiquement, il n'y a plus que des robots parce qu'il n'y a plus de jeunes au Japon, il y a un manque de main-d'œuvre. Et finalement, c'est des robots. On a vu des reportages là-dessus, voilà. Et évidemment, c'est un rapport aussi avec le Japon, hein, ce Japon hyper technologique. Il pose aussi une question, le vrai a-t-il partout le même goût? Finalement, la relativité de la notion du vrai, est-ce une notion universelle? On a toujours pensé ainsi, mais est-ce qu'il y a un vrai relatif par rapport au contexte culturel, local? D'ailleurs, des questions même qui se posent aujourd'hui en géopolitique. Hein. La vérité est-elle tout à fait la même à Tokyo qu'à Paris? À quelle distance sommes-nous des Lumières, l'esprit des Lumières, le siècle des Lumières? Finalement, est-ce qu'on est vraiment les héritiers des Lumières ou est-ce qu'on s'en est éloigné? Et quelle est la vision, par exemple, au Japon, de cette philosophie, de cet esprit des Lumières, qui est typiquement européen du XVIIIe siècle et fondateur. Mais est-ce qu'on est encore, on va dire, dans cet héritage? Ça, c'est des questions passionnantes. Hein. Puis il y aura des ateliers. Et puis un itinéraire exclusif. Hein. Donc Béatrice, tu as participé d'ailleurs à l'élaboration. Oui, oui, enfin, la rédaction hein, de l'itinéraire. Donc, il y aura donc un itinéraire qui fait tout le tour du Japon et des 3 îles principales du Japon, toutes les îles du Japon sauf Hokkaido. Donc, vous aurez notamment dans la région du Tohoku, qui est au nord de l'île principale de Honshu, et avec notamment le site archéologique qui date de 3500 environ, le château de Hirosaki, Akunodate qui est la petite Kyoto. Donc vraiment des sites un peu rares, et notamment cette région du Tohoku qui est au nord de Honshu, de l'île principale. D'ailleurs, oui, la carte sortira bientôt. Hein. Mmh. Oui, ben, le château de Hirosaki et Kakunodate. Mmh. À l'ouest du Japon, Kanazawa et Takayama. Kanazawa, qui est une ville historique avec un quartier de geisha, des maisons de samouraïs. Takayama aussi. Takayama, c'est dans la région qu'on appelle les Alpes japonaises. Et le fameux village historique de Shirakawa-go, qui en fait, vous savez, c'est ces grandes maisons en bois dans la montagne, classées UNESCO. Un peu plus au sud, le sanctuaire Shinto, un des principaux sanctuaires Shinto du Japon, le sanctuaire d'Izumo. Matsue, qui est une ville historique et aussi une petite Kyoto. Donc, c'est plutôt au sud-ouest du Japon. Sur l'île de Kyushu, qui est la petite île qui est au sud de l'île principale du Honshu. Beppu, également Takamatsu, sur Shikoku, qui est une autre île, Oui, la plus petite des 4 grandes îles du Japon. Donc vous verrez Honshu, l'île principale, et les deux autres îles du Japon. Vous voyez cette architecture de bois à Takayama et le jardin de Kanazawa. Donc, l'art des jardins aussi. Ah ouais, il y a tout, C'est vraiment, une approche incroyable très parce varié. que voilà, c'est très varié. Puis c'est des sites qu'on ne peut pas voir quand on va au Japon parce que c'est dispersé dans les îles. La croisière permet. Oui, tout à fait. Donc il y aura bien sûr les Tokyo, Kyoto, Nara, enfin les sites incontournables, mais il y aura donc aussi ces découvertes un peu rares. Ah, le pavillon d'or à Kyoto, on aurait pu le mettre, mais bon. On peut parler aussi de la fameuse exposition universelle d'Osaka qui se tient, c'est l'Expo 2025, du 13 avril au 13 octobre. Donc il y aura un jour consacré à l'Expo universelle. Elle est en train de sortir de terre, hein, vous savez. Donc, vous voyez ici le plan de base qui a été fait. Le pavillon français est très bien situé, hein, tout près du Japon. Donc, et en plus, illustrant les concepts qui nous sont chers aujourd'hui, c'est-à-dire le lien avec la nature, l'écologie. Et en même temps, vous voyez le magnifique château d'Osaka, à gauche. Le bateau, l'Azamara Poursuite. Très convivial, donc avec de très belles cabines. Je crois qu'il n'y a même pas de cabine intérieure, tout en une fenêtre sur l'extérieur. Ah, le paysage. Et vous voyez la salle de conférence, le salon, c'est très confortable. Voilà. On part maintenant sur des nouveautés de voyage. On a retenu 4 circuits, Piero della Francesca, Tolède et Noeda.
le grand tour de Suède et les arts du jardin anglais. Vous voyez ces 4 circuits. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais c'est les nouveautés un peu marquantes. Sur les traces de Piero della Francesca avec Bruno Streff, qui a de nombreuses casquettes, hein, metteur en scène, il a Écrivain, écrivain. conférencier, historien de l'art. Et donc, ce voyage, c'est la Toscane, les Marches, la Romagne. En Romagne, vous savez que vous avez le Tempio Malatesta, par exemple, et vous avez le duc d'Urbino, Federico de Montefeltre, et son épouse, Battista Sforza. C'est très célèbre tableau de Piero della Francesca. Bon, évidemment, il y a tellement d'œuvres aussi que vous découvrirez au fil de ce voyage, mais peut-être qu'on peut retenir, par exemple, alors bon, il y a des sites, Florence ou Urbino, un train d'ailleurs, un train historique au cœur des Apennins, bon, la galerie des Offices, mais aussi les fresques de Piero della Francesca à Arezzo. Vous voyez ici, c'est la chapelle de Bacci, de la légende de la vraie croix, qui d'ailleurs se fonde beaucoup sur la légende dorée de Jacques de Voragine, hein, des vies de saints, des épisodes, et là, en l'occurrence, qui ont un rapport avec la croix. Donc vous avez l'histoire de Constantin, Hélène, Chosroès plus tard, et là j'ai mis aussi une annonciation que vous voyez là avec le style pour vous montrer un détail, le jeu de la perspective, de la profondeur, vous voyez ici, et Dieu qui du haut des cieux envoie le rayon qui va atteindre Marie par l'oreille. C'est en entendant effectivement et en acceptant la salutation qu'elle tombe enceinte, c'est donc l'incarnation. Tolède, je vous en parlerai pas, il y a tellement de choses, la Belle de Castille. Bon, eh bien, Tolède, en effet, bon, c'est vraiment une ville historique. C'était l'ancienne capitale de la Castille, où vous avez des églises, des palais, mais aussi le Gréco, les œuvres du Gréco à Santo Tomé, et la maison musée El Greco à Tolède, le palais royal d'Aranjuez, il y a même une parador de Cuenca. Et vous avez par contre quelque chose qui est moins connu, mais qui est remarquable, Noéda. Bon, on l'a appelé là-bas la Pompéi espagnole. Bon, je ne sais pas si ce terme est vraiment génial, mais c'est pas toute une ville, mais c'est une villa. Et une villa, alors vous allez me dire, Pompéi, pourquoi? Parce que c'est la plus grande mosaïque romaine du monde qui a été découverte. Hein. Mosaïque entière, où vous avez des scènes de Dionysos, le mythe de Pélops et Hippodamie, que vous voyez ici quelques fragments de cette mosaïque exceptionnelle dans un état de conservation remarquable. C'est une mosaïque fabuleuse, hein, véritablement. Et puis le grand tour de Suède, c'est un circuit complet du sud au nord de la Suède. Vous voyez, donc Stockholm, Uppsala, le lac Siljan, la côte du Bosluen, Göteborg, Lund, qui a la très belle cathédrale, le château de Kalmar, l'île de Gotland, la ville-église de Gammelstadt, la Laponie suédoise, avec un train arctique qu'on prend. C'est aussi la nature préservée des foules, hein, la Suède. Il y a un contact avec la nature, il y a des espaces vierges. Bon, quelques exemples de ce circuit qui est vraiment extrêmement complet. Vous voyez, 28 mai au 9 juin, évidemment, il dure plus longtemps, mais c'est aussi une approche intéressante de prendre son temps pour aller dans des régions peut-être un peu plus hors des sentiers battus, tout en visitant toujours, bien sûr, les incontournables, et Stockholm. Mais vous avez la cathédrale de Lund, par exemple, que vous voyez ici, grand monument, donc, 12e siècle. Ou bien le château de Kalmar, très très beau château. Et Kalmar, ça a marqué parce que c'est là que s'est tenue l'union de Kalmar, en 1397, c'est-à-dire c'est le regroupement des 3 royaumes de Danemark, de Suède et de Norvège. Il y a eu un seul monarque. Bon, alors évidemment, il y a eu aussi quelques épisodes où ils se sont déchirés, mais ça a duré jusqu'en 1523 quand même. Hein. Donc on avait un grand royaume du Nord à ce moment-là. Ah, les jardins anglais. Il y a beaucoup d'ailleurs de voyages jardins en Angleterre, mais là c'est les arts du jardin anglais.
C'est Alec qui s'occupe de Alors, l'Angleterre. on a un chef de produit, enfin, créateur de voyages, qui s'occupe de l'Angleterre, qui s'appelle Alec, qui est franco-britannique, Alec Curry, et qui est très créatif, qui aime bien créer de nouveaux voyages qui ont du sens. Et il a créé beaucoup de nouveautés sur les îles britanniques, vous verrez. Et parmi ces nouveautés, il y a ce voyage, les arts du jardin anglais, qui est assez original. Et vous aurez, quand vous visiterez certains jardins privés, il y aura un musicien qui vous suivra et qui interprétera des morceaux liés créés par lui, composés par lui, en lien avec le jardin. C'est assez original. Et oui, musique, littérature aussi, poésie, il y a peut-être Oui, même oui, des oui, lectures. oui, il y aura des lectures, enfin, je crois. Enfin, en tout cas, il aborde plusieurs arts au cours de ce voyage. C'est un voyage, à mon sens, très, très original. Ah oui. Et on a des visites privées, bien sûr, Mmh, ouais. Donc, le jardin de Virginia Woolf, Great Dexter, Grawotey Manor, vraiment, ah bah, Alec, Mmh. so british, avec toute l'élégance britannique. Il fait aussi des voyages autour des écrivains. Il y a un voyage qui existe dans le sud de l'Angleterre autour des écrivains, mais c'est le chapitre 1. Il va créer bientôt le chapitre 2, le chapitre 3, c'est-à-dire un voyage dans les Cornouailles et un voyage autour d'Oxford, toujours sur le thème des écrivains. Comme un livre, par Ouais, chapitre. par chapitre. Ah oui, c'est très riche, ce qui en Mmh. Angleterre et tout ce qu'il réalise. Mmh. Donc Oui, regardez dans la brochure, regardez la page, îles britanniques, vous verrez. vous voyez, vous avez la visite privée du jardin de Gravity Manor, un déjeuner gastronomique, là, Monk's House, donc la résidence de Virginia Woolf, Great Dexter, une visite privée avec le jardinier, et donc des récitals. Ça fait rêver. Et puisqu'on parlait de musique, venons-en aux voyages musicaux. Festival de Pentecôte à Salzbourg, un festival très original des Lofoten, le festival Herbstgold à Eisenstadt, Gauthier Capuçon, et une escapade lyrique à Naples où on retrouve Jonas Grossman, Luca Trézier, au Teatro di San Carlo. Alors, le festival de Pentecôte à Salzbourg, il se trouve que je le connais bien, puisque j'accompagne très souvent à Salzbourg. Là, je pars du 1er au 4 février pour la Mozart-Woche, et je referai cette année le festival de Pentecôte. Bon, disons-le tout de suite, c'est éblouissant la distribution. C'est Cécilia Bartoli qui dirige le festival de Pentecôte. Et elle invite tous ses amis, c'est la fine fleur de l'art lyrique. Donc, j'étais aussi il y a 2 ou 3 ans, enfin, il y avait des concerts absolument époustouflants. Donc Salzbourg, évidemment, c'est une ville magique, je ne vous la présenterai pas là, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire des conférences sur Salzbourg, déjà vous en trouverez dans les replays. Mais donc on a 3 concerts complètement exceptionnels. Vous voyez là la vue de Salzbourg, vous voyez le château, la forteresse, le Hohensalzbourg, et puis vous avez en bas donc la grande cathédrale, Saint-Rupert. Alors le concert de gala, donc une véritable folle journée, vous aurez une distribution absolument éblouissante. Vous reconnaissez peut-être d'ailleurs les 4 photos que j'ai mises là. Vous avez Cécilia Bartoli, que vous voyez là, Léa Desandré, qui est en dessous, Rolando Villazon, qui est d'ailleurs le directeur du festival d'hiver de la Mozart-Woche, celui-là même où je vais, et qui a eu des problèmes, mais qui maintenant a récupéré. Et Hildebrando d'Arcangelo, le baryton, donc ténor et baryton. Et puis vous avez aussi, bon, je n'ai pas pu illustrer tout le monde, Mélissa Petit, Daniel Bell. Et donc des extraits des Noces de Figaro, de Così fan tutte, de Don Giovanni, avec la direction de Gianluca Capuano. Ce sera un concert magnifique au Große Festspielhaus, c'est-à-dire à la grande salle du festival de Salzbourg. Cette salle avec une acoustique remarquable qui avait été conçue dans les années 60 par l'architecte Clemens Hollmeister. La Clémence de Titus, donc on assistera à un opéra en 2 actes de Mozart, à la Haus für Mozart, qui est, si vous voulez, comment dirais-je, une salle qui a été créée complètement avec le manège des Rochers et qui est une salle dédiée à l'opéra. Donc ça, c'est récent d'ailleurs, ce qu'ils ont fait, c'est une salle remarquable.
Et donc, vous aurez les musiciens du Prince de Monaco, Il canto di Orfeo, Jacopo Facchini, chef de chœur, la direction musicale Gianluca Capuano, donc ce sont les mêmes, mise en scène par Robert Carson, ça sera certainement une certaine audace, hein, et là encore, la même distribution éblouissante, Daniel Belle, Alessandra Marcelier, Mélissa Petit, Cecilia Bartoli, Ildebrando d'Arcangelo. Vous voyez d'ailleurs une photo ici, à l'issue d'une représentation, il y a Cecilia Bartoli, le chef Gianluca Capuano, les musiciens du Prince Monaco, justement la Clémence de Titus. Mais c'était d'ailleurs des représentations en version de concert. Là, on a une version mise en scène. Ça devrait être éblouissant. Et le concert de gala pour les 50 ans de Placido Domingo à Salzbourg, 50 ans qu'il chante à Salzbourg, au Grosse Festspielhaus, des grands airs et des duos de Rossini, Bizet, Verdi, dirigé par Marco Armiliato. Et alors là encore, une distribution, vous voyez Aida Garifulina, Elena Stikina, Sonia Yoncheva, la grande Sonia Yoncheva, que vous voyez ici en photo, toujours superbe, René Barbera, ténor, Berzod Davronov, ténor, Dmitri Korchak, ténor, Rolando Villazone, ténor, Placido Domingo, qui chantera pour son hommage, et le jeune, enfin jeune, un peu moins, mais toujours portant bien, baryton, Erwin Schrott, qui est très connu aussi. Donc, vous voyez, encore une fois, cette distribution absolument éblouissante. On est impatient. À la page dans la brochure pour les écrivains en Angleterre. Alors, ce que j'ai annoncé, c'est-à-dire chapitre 2, chapitre 3, vous ne le trouverez pas dans cette brochure-là, ce sera la prochaine, c'est un projet d'Alec. Après, j'ai pas la brochure sous les yeux, mais il y a une page, il me semble, dédiée aux îles britanniques, où il y aura donc le voyage qui existe déjà dans le sud de l'Angleterre. Mais je vous annonce en avant-première que Alec a le projet de créer le chapitre 2, le chapitre 3, et vous le trouverez dans la prochaine brochure, pas dans celle-là. Peu à peu. C'est comme un roman. C'est ça. Voilà, et pour clore ce magnifique circuit de Pentecôte à Salzbourg, je ne vais pas résister quand même au plaisir de vous mettre la forteresse de Hohensalzbourg, qui est vraiment emblématique, qui est perchée, vous voyez, de l'archevêque Eberhard en 1077, il y a encore des parties du XIe siècle, qui a été modifiée au XVIe, XVIIe. Et ce qui est extraordinaire, c'est la chambre d'or, vous voyez, la chambre de l'archevêque, Leonhard von Keutschach. On l'appelle la chambre d'or, c'est du bois, il y avait des cuirs aussi qui ont disparu, mais il y a du bois avec des ors, des peintures, il y a un poêle en faïence époustouflant, il y a même des ananas représentés dessus, qui est du début 16e, hein, tout l'ensemble. Leonhard von Keutschach, on est dans les années 1515-1520 par là, hein, 25. Voilà, le festival des Lofoten. Alors, juste pour le plaisir, oui. Cécilia et Léa Descendré, qui seront nos deux stars du Festival de Pentecôte. Ah, elles sont sublimes toutes les deux, vraiment sublimes. Ça.
Et Léa Descendré, elle est d'origine italienne d'ailleurs. Et vous savez que c'est William Christie qui l'a vraiment lancée, qui l'a découverte. Elle vient du Jardin des Bois, de Eh William oui. Christie. Ouais. On l'écoutera à la fin de la conférence encore. Ah oui, oui, elle est fascinante aussi. Bon, Mm. Cécilia Bartoli, Ah, c'est par exemple. extraordinaire aussi. Mais Léa Descendré, je la trouve de plus en plus mais fabuleuse. Bon, partons sur les Lofoten. Alors ça, c'est un concept tout à fait original aussi. Vous Ah oui. savez, on n'hésite pas à intermettre, les producteurs se creusent les méninges. Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, offrir des visions un peu différentes, sortir des sentiers battus, finalement. Le but, c'est ça, c'est pas on prend un avion, on fait un tour de ville, on visite les grands monuments et hop, c'est plié. Et donc, les Lofoten, séjour dans les îles Lofoten en Norvège, avec ce festival de musique des Lofoten. Du 9 au 14 juillet 2024, c'est Yvan Oranti qui est aussi un grand marcheur, je crois, Béatrice. Qui est un musicien aussi, et qui est donc qui accompagne aussi des voyages musicaux et qui est aussi qui accompagne aussi les randonnées culturelles, hein, qui est docteur ès lettres, historien, enfin bon, qui a plusieurs casquettes. Oui, il y en a une que je n'ai pas. Et les randonnées culturelles. Donc, en plus, il y aura une croisière en bateau électrique. Alors là, vous avez le silence. C'est vrai que ça, c'est aussi bon. Actuellement, avec les bateaux à moteur, alors bien sûr, il y a la rame, mais ça fait du bruit. On entendait que le bruit des rameurs qui battaient en cadence, etc. Des flots harmonieux, le lac de la Martine. Bon, on n'a même pas les rameurs, c'est le silence total. Ah. Des villages de pêcheurs, puis bien sûr, les origines vikings aussi. Donc des concerts dans des lieux variés, il y en a 5, j'ai retenu 3 hein, parmi les 5, et vous voyez l'église de Buxnes et la cathédrale des Lofoten. Vous voyez, ce sont les 2 photos. Et par exemple, à l'église de Svolvær, Franz Schubert, sonate pour piano numéro 19, Béla Bartók, sonate pour violon et piano numéro 1. On a Paul Lewis au piano, Lisa Ferchman au piano et Leif Ove Hansnes, toujours piano. L'église de Bucknes, vous écouterez Beethoven, sonate pour piano, Brahms, trio pour piano et cordes, et cathédrale Lofoten, par exemple, Franz Schubert, sonate pour piano numéro 21, Brahms, quintette pour clarinette et cordes, opus 115, avec Martin Frost, lui il est très connu, à la clarinette, le quatuor Egegerd. Ça doit être assez fabuleux dans ce paysage extraordinaire des Lofoten, hein, d'assister à ces concerts de musique de chambre. Ah oui, c'est pour ça, je crois qu'ils ont monté ce festival. Et en plus, justement, avec cette volonté de ne pas avoir un lieu, mais plusieurs lieux, des églises, donc, qui nous mènent d'un endroit à un autre. Alors, le festival Herbstgold à Eisenstadt avec Gauthier Capuçon. Vous savez qu'Eisenstadt, c'est en Autriche, bien sûr, c'est le nom de Joseph Haydn qui est lié à Eisenstadt pour nous, parce que c'est là qu'était la demeure des Esterházy, où Haydn a passé une grande partie de sa vie, avant sa seconde partie de vie, quand il est un musicien libre qui va... Mais il était au service de la famille Esterházy pendant plusieurs décennies. Il y aura 2 concerts dans le château d'Eisenstadt, que vous voyez là, le site est magnifique, hein, château forteresse, mais on visite aussi Rohrau. Pourquoi Rohrau? Parce que Joseph Haydn est né à Rohrau, il y a le musée d'ailleurs, Eisenstadt, la forteresse de Forstenstein et le village de Rust plutôt. Alors le concert au château d'Eisenstadt, vous voyez Julian Rachlin, violon, chef d'orchestre, c'est vraiment... Il est né en 1974, quelqu'un qui a une notoriété montante, on peut dire. Il a émigré en Autriche depuis longtemps avec sa famille. Il est violoniste, chef d'orchestre et c'est le directeur du festival. Donc vous voyez, Johan Rachlin, qui sera à la tête de la Philharmonia Orchestra London. Pour Mozart, l'ouverture des Noces de Figaro, bien connu, et il prendra le violon pour le superbe concerto de Félix Mendelssohn, pour concerto pour violon numéro 2 en mi mineur, magnifique, vous savez, avec ses grands solos de violon, et la symphonie numéro 3, toujours de Mendelssohn, la symphonie écossaise, qu'il dirigera.
Et l'autre concert, Gauthier Capuçon au violoncelle. Vous voyez là la photo, on ne le présente plus, lui aussi, l'un des deux frères, n'est-ce pas? Le violoniste et le violoncelliste. Et avec Julian Rachlin, toujours au violon. Cette fois, le Jérusalem Symphony Orchestra et un programme. Mixtislav Weinberg, la Sinfonietta numéro 1. Joseph Haydn, il fallait bien rendre hommage à Haydn à Eisenstadt, le concerto pour violoncelle et orchestre numéro 1 en ut majeur, ce sera certainement un grand moment aussi. Et Johannes Brahms, la symphonie numéro 1 en ut mineur. Voilà, magnifique programme. L'escapade lyrique à Naples. Ah, évidemment, le San Carlo, un de ces théâtres européens mythiques, un théâtre historique, salle d'opéra. Voyez, et donc vous aurez là avec Kaufmann, Thésier, les deux, évidemment, pour cette représentation, on va voir. Bon, bien sûr, ça n'empêchera pas de visiter, naturellement, le centre historique de Naples, le musée archéologique, le palais royal, mais aussi au Plantis, une très très belle villa, et la villa Doria d'Angri, où a séjourné Wagner. C'est Véronique Boquet, qui est musicienne, historienne d'art aussi, et musicienne qui l'accompagne. Vous voyez là au violon, d'ailleurs, elle enseigne dans plusieurs conservatoires. Alors voilà, au San Carlo, donc, vous aurez Ludovic Thésier, baryton, et le monstre sacré, Jonas Kaufmann, ténor. Ludovic Thésier, il est de plus en plus connu quant à Jonas Kaufmann, et ce qu'on peut appeler une super vedette, comme Cecilia Bartoli, d'ailleurs, on les a entendus plusieurs fois ensemble. Mais ils chantent souvent ensemble, Jonas Kaufmann et Ludovic Thésier. Oui, c'est d'ailleurs, je dirais, il y a quelques années seulement. Mais il est un peu plus jeune, Ludovic Thésier. Il est de plus en plus connu. Oui, non, il est très connu aussi. Giuseppe Verdi, La force du destin. Alors, c'est des extraits, Symphonie, Solenne in questa hora, Mourir, tremenda cosa, mourir, chose terrifiante, oui, ça c'est sûr. La vita inferno all'infelice, la vie est un enfer pour l'infidèle, le malheureux plutôt. Invano Alvaro, dice la siesta, bon, c'est des airs. Giuseppe Verdi, Les Vêpres siciliennes, la symphonie. Amilcare Ponchielli, la Gioconda. D'ailleurs, je crois qu'il y a un voyage, mais il part bientôt au San Carlo où il y a la Gioconda en entier, non, il me semble. Oui. Si je me souviens bien. Bon, enfin. Oui, tout à fait. Voilà, et puis là encore, vous voyez des extraits. Giuseppe Verdi, Otello, encore un extrait. Tu indietro, fuggi, toi, en arrière, fuis. Giacomo Puccini, La Bohème, Mimi, l'air de Mimi, bien connu. Et Giuseppe Verdi, Don Carlo, Dio, che nell'alma infondere. Voilà donc ce très beau programme musical. On va entendre rapidement les deux. C'est ça. Hop, oui, ça y est. Magnifique. On part en bateau à nouveau? Allez, en croisière. En croisière. Les croisières, il y en a beaucoup, intermèdes. Alors, dans les nouveautés, donc, on a retenu croisière sur le canal Bianco de Mantoue à Venise, voile sur la Méditerranée, croisière premium d'exception, croisière sur l'Adriatique, la Croatie, Corfou, l'Albanie et le Monténégro, et les voiles sur l'Adriatique. Alors, voyons un petit peu, toujours de très beaux bateaux, certains d'ailleurs même vraiment luxueux. La croisière sur le canal Bianco de Mantoue à Venise, donc avec bien sûr les excursions, il y a deux dates, 17 au 23 juin et le 21 septembre au 27, avec Jeannette Thiraud pour la première et Véronique Boquet pour la deuxième. Alors donc on suit le canal Bianco, Lombardie, Émilie-Romagne et Vénétie, avec toujours d'ailleurs cette... on dirait ce moment fort de l'arrivée à Venise en bateau. Venise, c'est une ville où il faut arriver en bateau. Quand vous arrivez en train, par exemple, c'est pas la même magie malgré tout. Et évidemment, pour revenir à Venise, il y a l'abbaye de Pomposa que je connais très bien d'ailleurs, qui se trouve pas très loin de Ravenne, un peu
plus au nord, sur la côte. Mais il y a aussi Vérone, et vous voyez la célèbre place aux herbes de Vérone, Mantoue, Parme, Crémone, la ville des luthiers, où il y a d'ailleurs un très beau baptistère aussi. Et à Parme, vous avez aussi la cathédrale, le baptistère, des monuments magnifiques. Il y a même d'ailleurs une caméra di San Paolo, San Giovanni Evangelista, mais je suis pas sûr que dans la croisière il y ait le temps de le visiter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va au baptistère, magnifique site. Il manque tout, bien sûr, le palais de thé. Et avec un bateau, vous voyez, ce petit bateau, véritablement, donc le MS Michelangelo, vraiment de petite dimension. C'est normal d'ailleurs, c'est une croisière fluviale, mais en même temps, ça renforce justement la convivialité, et petit, mais très confortable. Vous voyez ici la salle à manger, le salon, un exemple de chambre, donc... C'est une approche qui est vraiment intéressante, toujours l'approche fluviale. À une époque, je me souviens, je l'ai fait moi-même, on faisait la croisière sur le Pô. Mais aujourd'hui, pour aller sur le Pô, c'est problématique. Ça l'est parfois, en effet, parce que vous avez le Pô qui s'assèche, et donc il n'y a pas la profondeur, donc à un moment, ils ont arrêté les croisières sur le Pô. Mais là, avec le canal Bianco, il n'y a pas de souci là, naturellement. Parce que s'échouer sur le Pô, c'était pour le moins gênant. Mais ça permettait aussi une belle croisière de Crémone à Venise, justement. Mais c'était une autre époque. L'eau manque. Une croisière d'exception avec Hélène de Panafieux, les voiles sur la Méditerranée. Voile parce que c'est un bateau à voile, justement. Ça aussi, c'est une expérience. C'est une croisière premium, grand confort. Vous savez, ce qu'on appelait Emrys à une époque, du 23 juin au 1er juillet. Et vous voyez qu'on va à Malte, La Valette à gauche, mais aussi Lipari, les îles éoliennes, donc à côté de la Sicile. Et on va en Sicile aussi, donc vous voyez, Malte et la Sicile, c'est pas loin d'ailleurs, tout près, mais c'est une croisière qui permet de tourner autour, de visiter, donc La Valette, bien sûr, cité emblématique, fondée après le grand siège de 1566, et qui porte le nom du grand maître Jean de La Valette. Et Ségeste, Taormine, donc là les sites de Sicile antique, mais aussi Syracuse, avec, on va dire, la cité grecque, le théâtre. Alors, vous voyez, Montréal, c'est à Palerme, naturellement, donc c'est un évêché de Montréal. On visite aussi à Palerme, bien sûr, la chapelle palatine. Et ce qui est original aussi, c'est que vous avez des visites privées, on déguste des produits régionaux. C'est vraiment un voyage mémorable, qu'on aimerait d'ailleurs vous détailler, mais... Et voyez ici le bateau. Le Cycloud 2, c'est un voilier totalement exceptionnel. Luxe, élégance, regardez les chambres qui sont meublées avec du style. Et ce voilier, on a presque l'impression de se retrouver au début du 19e siècle, vous savez, avec toutes ces voiles au 18e, quand on avait ces 3 mâts. Donc, ça, c'est une expérience, la croisière en voilier. Et il y en a d'ailleurs une deuxième, toujours les voiles, c'est le même bateau, sur l'Adriatique. Donc, une autre croisière d'exception premium Emrys avec Emeric Péniguet de Stoutz. Donc, tu les connais bien, Béatrice. Oui, Emeric, il accompagne souvent les voyages d'exception, historien, très, très sympa, qui aime bien les échanges et qui a une grosse érudition. Et il y a Hélène aussi qui travaille depuis très très longtemps avec Intermed. Voilà, Hélène aussi. Alors vous voyez, on découvre là Venise, la Croatie, la Sicile, Malte, donc avec des conférences, des expériences privilégiées. Et dans des visites originales, par exemple le Conservatoire de musique Benedetto Marcello à Venise, on déguste des produits locaux à Rovinj. Des visites telles que Lecce, vous savez, c'est la ville baroque, des Pouilles, Syracuse, Zadar, La Valette. Alors là, on fait beaucoup plus de chemin que sur l'autre, donc c'est moins approfondi, mais on a une aire géographique plus large. Et c'est toujours sur le Cycloud, vous voyez l'arrivée à Venise, là. Et voici
quelques vues encore de ce même bateau, donc qui fait absolument rêver. Et enfin, une croisière sur l'Adriatique, Croatie, Corfou, Albanie et Monténégro, avec Agnès Lori. Qui est une spécialiste aussi des Balkans, en particulier, donc de cette destination, vraiment. C'est la grande spécialiste de ces destinations, avec Katharina de Corbeil. Toujours compliqué, les Balkans. Il se trouve que là, dans mon cycle, on va dire, sur les traités de Versailles, à l'issue de la guerre de 14, etc., vous savez, le problème balkanique, et il y a toujours les questions des Balkans, des très très complexes, et il faut dire qu'il y a eu aussi des dominations successives dans les Balkans, et donc rendu la situation très complexe. Mais c'est le moyen justement de les approcher, de visiter par exemple l'Albanie, on ne visite pas tellement, les ruines d'Apollonia en Albanie. On découvre, alors évidemment, Dubrovnik, ça au contraire, vous voyez Dubrovnik, là, ça c'est un site beaucoup plus fréquenté, mais il y a Lokrum, Corfou. Corfou, vous avez d'ailleurs l'église, cathédrale, Saribar, vous voyez, on visite Butrint aussi en Albanie, on navigue dans les Bouches du Kotor, vous voyez, très très beau aussi, les Bouches du Kotor, je crois que je les avais mises, non, bon. Photo, et voilà, le bateau, c'est la Belle de l'Adriatique, joli nom, c'est encore un bateau à taille tout à fait humaine, vous voyez le salon et une chambre, bateau très confortable. Voilà. Parlons maintenant, si vous voulez, des expositions. Donc, on a retenu des expositions. Alors, évidemment, les expositions, c'est par nature des nouveautés, je vous dirais. Mais bon, il y en a qui se terminent. Il y en a d'autres qui commencent. Et il y en a d'ailleurs qui vont être de très grandes expos. Certains d'entre vous sont peut-être allés à l'expo Vermeer. C'était cette année d'ailleurs. Enfin, l'année passée plutôt. Oui, l'année passée. Oui, l'année passée. Et vous avez là l'expo Frans Hals, qui va être une grande expo, la rétrospective Matisse et Van Gogh à Londres. Et puis, vous avez un voyage original avec deux expositions dont on va vous parler aussi, Holbein, Burgmer et Dürer, la Renaissance nordique et la sécession à Vienne, Berlin et Munich. Il y a deux expos. Alors, d'abord, Amsterdam et le siècle d'or hollandais, l'expo Frans Hals. Frans Hals, c'est aussi un géant de la peinture, on peut dire, du XVIIe siècle, de ce siècle d'or hollandais. Il y aura 6 départs d'ailleurs. Vous voyez, le premier, c'est le 19 février, du 19 au 21, avec Florence Bernard. Et puis, je vous ai mis les dates des autres. Bon, conférenciers, certains sont à préciser. Vous voyez que ça va jusqu'en juin. Mais je crois que la majorité est attribuée. Vous le trouverez sur le catalogue. De toute façon, je n'avais pas la place pour détailler tout, je vous l'avoue. Donc, évidemment, il y a les promenades dans Amsterdam. On découvre, on visite naturellement le béguinage, le Dam. On fait la promenade sur les canaux. Mais c'est aussi un voyage autour des musées. Vous voyez d'ailleurs un des portraits marquants de Frans Hals, de ses peintures, vous voyez, 1627, donc bon, relativement tôt dans sa carrière, le jeune homme tenant un crâne, c'est-à-dire la vanité. Et on visite donc le Rijksmuseum avec l'Expo Frans Hals, mais aussi la maison de Rembrandt, le musée Van Loon et le musée maritime national. Donc c'est un voyage court et très bien rempli, vous voyez, et avec cette exposition tout à fait exceptionnelle. Le duo d'exposition, c'est-à-dire qu'il y a deux expos. C'est intéressant parce que finalement, c'est deux périodes totalement différentes, le début du XVIe siècle et le début du XXe siècle. Vous avez donc Holbein, Burgmer, Dürer, et vous voyez ici de Hans Burgmer le portrait de jeune homme, et de Klimt, Emilie Flögge, donc deux tableaux, on va dire, qui sont présentés à l'expo, et c'est Fabrice Delbar qui vous livrera les clés de ces styles, vous voyez, donc des débuts de la Renaissance. Et c'est vrai que longtemps, il y a un style allemand qui perdure, mais qui peu à peu fusionne avec des éléments de la Renaissance, comme d'ailleurs ça se fait un peu plus tôt dans les Flandres, où on va avoir dès la seconde moitié du XVe siècle, des Petrus Christus, des influences très visibles de la Renaissance italienne. Eh bien, on voit peu à peu s'introduire des éléments de la Renaissance dans la peinture allemande. Et vous avez bien sûr
la Sécession, et d'ailleurs il y a le pavillon Sécession aussi, il y a l'architecture que vous pourrez aller voir, et la Sécession, Vienne, Berlin, Munich, c'est les trois lieux, disons les trois foyers où sont issus peintres, architectes. Alors dans les visites, on a une visite remarquable aussi au musée du théâtre, on voit le triptyque de Jérôme Bosch. Ça nous fascine toujours, la peinture de Jérôme Bosch. Alors, vous avez la grande rétrospective Matisse à Bâle. Donc, bon, c'est les grandes collections d'art de Bâle qu'on va voir. Matisse, c'est à la Fondation Beyeler. Et vous voyez, c'est ici l'affiche de la Fondation Beyeler. On visite évidemment Bâle, la cathédrale, le centre historique, le musée d'art, le Kunstmuseum. Il y a 4 départs avec Daniel Rakowski, vous voyez, pour les 2 premiers, 24 septembre, 26 septembre, ça c'est déjà presque à l'automne, en septembre, 31 octobre, 2 novembre, Daniel Rakowski, 27 novembre, 29 novembre, Martine Desfontaines, donc vous les voyez tous les deux, et puis en janvier 2025, on a encore un an, je ne sais pas, Béatrice, puis il y aura peut-être d'autres dates. Oui, oui. Non, mais ça sera bientôt attribué. Alors, dans les tableaux présentés, il y a Henri Matisse, le nu rose. Vous savez, son modèle, c'était Lydia d'Elektorskaya. Il date de 1935, donc une mille sur toile. Et il est à Baltimore, au musée Museum of Art. Figurez-vous que c'est le musée qui a le plus d'œuvres de Matisse. Il y en a évidemment dans d'autres musées, il y en a pas mal à l'Ermitage d'ailleurs aussi, parce que les collectionneurs russes en avaient pas mal, mais le Baltimore Museum of Art, il y a 1200 œuvres de Matisse, dont celle-ci. Ah, à ce propos, je voudrais vous mettre un petit film, justement sur Matisse, Matisse en train de peindre. Bon, ça dure 30 secondes, mais... Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. Pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits. Voilà, cette vision d'Henri Matisse. Et c'est vrai que c'est fascinant de le voir expliquer. Bon, alors l'expo Van Gogh à Londres, là, ça va être le grand événement. Il y a 10 départs programmés de septembre 2024 à janvier 2025. Il y en a qui sont déjà complets. Ah oui. Il faudra peut-être créer d'autres dates, mais c'est pas facile en plus, parce qu'il faut réserver très très tôt les créneaux. C'est pas évident, je crois. Oui, parce que c'est... Exactement. C'est l'occasion du centenaire de la National Gallery, et ce sera aussi l'occasion de visiter Londres. Il y a des visites qui ont été prévues. Donc, c'est à la fois voir l'expo et visiter la ville. Et vous reconnaissez là la National Gallery, la façade sur Trafalgar Square, bien sûr. Et donc, des peintures de Van Gogh, c'est l'occasion évidemment de réunir des peintures d'origine multiple, des peintures de la période d'Arles, de la fin de sa vie, comme vous voyez à gauche. Et puis, vous avez quand même une thématique, je vais vous en reparler. Alors, les conférenciers sont mobilisés, donc je ne détaille pas tout, mais vous voyez ici toutes les dates. Claire Hinault, donc ça commence du 13 au 15 septembre. Et à gauche, Jean-François Martine, que vous voyez du 20 au 22 septembre. Laurent Abry, en bas à gauche, 6 octobre. 27 octobre, Jean-François Martine à nouveau, Laurent Abry, 9 novembre, 22 novembre, Jean-François Martine, Alice Guessens, que vous avez vu sur les jardins anglais le 6 décembre, le 13 décembre, Claire Hinault, celle qui est en haut, vous voyez, Claire Hinault le 3 janvier, Aline Guessens, je fais des lapsus, moi, le 17 janvier, voilà, bon. Voilà, en l'état actuel, donc... Et alors, oui, le thème Poets and Lovers. Et vous voyez la nuit étoilée sur le Rhône de 1888 au musée d'Orsay qui sera présenté, mais aussi un tableau très rare,
puisqu'il appartient à une collection privée, donc on ne le voit pas en général, jardin public à Arles, le jardin du poète. Donc ils ont choisi ce sous-thème en quelque sorte, de poète et amants, poets and lovers. Bien, et bien pour finir, de toute façon on va bientôt terminer, vous avez les randonnées culturelles. Il y a des nouveautés aussi, bien sûr, dans les randonnées, et vous avez Madère, Lombrie, la Toscane et Oman. Alors, la randonnée culturelle à Madère, bon, comme on dit, l'île Jardin. Et vous avez les fameux levadas, ces canaux d'irrigation de Madère avec des paysages. Vous voyez d'ailleurs, là, vous avez cette photo, c'est assez éblouissant, Madère. La Verada do Fanal, et avec même la forêt originelle. Hein, donc ça, c'est exceptionnel. Et la bonne approche, c'est à pied, bien entendu. C'est pas en car qu'on peut faire ça. Donc, Porto Moniz et ses piscines naturelles, des jardins, et on y trouve des espèces endémiques. Hein. Donc cette randonnée culturelle de Madère, je rappelle, du 6 mai au 11 avec Paulo Santos, que tu connais, Béatrice. Oui, c'est un conférencier portugais, historien. En plus, il connaît très bien. Ouais. Et en Lombrie, donc Lombrie, c'est Yvan Ranti, le spécialiste de la randonnée, du 27 mai au 1er juin. Et là aussi, c'est une terre, vous voyez, avec ses collines, hein, les collines d'Ombrie, les paysages vallonnés. Bon, bien sûr, on pense toujours à Saint-François. Donc, Saint-François qui avait ce rapport si particulier avec la nature. Vous savez d'ailleurs que les franciscains, Saint-François est le saint patron des écologistes, c'est vrai. Et avec ce rapport avec la nature, avec les animaux. Et on parcourt ces sentiers de randonnée, des pique-niques, on déguste des spécialités dans les vignes, les oliviers. Alors, on va à Cise, à Rezzo, Pérouse, on découvre ces couvents et ermitages. Et enfin, une randonnée inattendue et originale, on part loin là, à Oman. Bon, c'est impressionnant. Il y a des paysages à couper le souffle. Vous voyez ici, d'ailleurs, sur la photo, le canyon de Jabal Shams. Mais on a le désert de Wahiba, le Wadi Bani Khaled, le Wadi Tiwi, le Wadi Shab. Le Wadi, c'est des vallées. C'est des randonnées vraiment mémorables. Donc, novembre 2024, un 10 au 19, Fabrice Delbar, qui est aussi un randonneur, un conférencier qui connaît très bien. Il y aura des expériences rares. Par exemple, la croisière en Dove au coucher du soleil à Mascate. Vous voyez à droite, là, Mascate avec les bateaux. Promenade du balcon et les vues sur le Grand Canyon d'Oman. Dîner et nuit dans une maison traditionnelle omanaise à Misfat El Arbein. Une nuit sur le plateau de Sek à Jabal al-Qadar, 2000 mètres d'altitude. On emporte ce qu'il faut pour ne pas avoir froid, je vous rassure. Mais aussi l'immersion dans le désert de Wahiba avec une nuit en campement. C'est ce que vous voyez à gauche, là, cette vue du désert. Le sanctuaire des tortues de Ras Al Jin. Vraiment, là, c'est vraiment totalement hors des sentiers battus. Et puis alors, il y a un nouveau concept dont il faut qu'on vous parle, Béatrice et moi, les cafés-conférences. C'est pas les cafés-concerts, hein, le café bien connu, mais c'est le café-conférence, un peu comme le café philosophique, c'est-à-dire se retrouver. Alors, on se retrouve, hein, Béatrice? Au Standard, donc au café-restaurant Le Standard, dans une salle privatisée. Je crois qu'il y a une trentaine de personnes, 30-35 personnes. C'est très convivial. La conférencière ou les conférenciers feront donc leur conférence et en même temps, vous pourrez boire un café, échanger. Il y a une proximité avec le conférencier qui est un petit peu unique. Il y aura pour l'instant 3 conférences programmées. La première avec Didier Combeau, spécialiste des États-Unis. Elle commence à se remplir, cette conférence. Être américain aujourd'hui, donc il a écrit un livre là-dessus, donc sur les États-Unis aujourd'hui. C'est d'actualité avec les élections. Deux autres avec Katharina de Vaucorbeil sur la Yougoslavie, l'histoire de la Yougoslavie, donc des Balkans, et une troisième sur Compostelle. Oui, c'est ces balcons compliqués dont je parlais justement, et l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Et oui, il y a des questions de géopolitique aussi, des questions d'actualité. Et Compostelle, c'est aussi l'expérience presque spirituelle, je dirais. Donc, c'est des visions, on va dire, des visions actuelles, des visions sur la société. Voilà, c'est un petit peu l'idée, en échangeant, en posant des questions.
Voilà. Et enfin, je vais vous parler un petit peu de moi pour terminer. Les prochains cycles de conférences, un certain nombre d'entre vous savent que je fais des cycles, j'ai toujours plaisir à les retrouver les jeudis de 17h à 19h, parfois 19h15 d'ailleurs. Je grignote un peu, mais il y a tellement de choses à dire. Donc, j'ai 3 cycles qui vont se succéder. Il y en a un qui est commencé, mais bonne nouvelle, vous pouvez encore vous inscrire. C'est-à-dire que la première conférence, vous la voyez en replay. Si vous vous inscrivez demain, vous pouvez suivre celle de jeudi prochain. C'est la France des années folles. J'ai mis dans le chat à droite le lien pour s'inscrire. Ah oui, parfait. Oui, il faut utiliser ce lien parce que il est plus sur le site internet. Mais là, vous irez directement sur Yourplan. Donc, c'est le site qui permet de s'inscrire. Après, c'est automatique. Yourplan fonctionne avec Livestorm. Quand vous êtes sur le site d'intermède, il vous envoie sur Yourplan. Mais le site intermède, ça y est plus. Hein. Et Yourplan, ensuite, envoie le lien à Livestorm. Donc, il y a tout un processus. Ça marche très bien. C'est sécurisé absolument. Pour ceux qui l'ont jamais utilisé, ne vous tracassez pas, on n'a jamais eu le moindre problème. Si vous n'y arrivez pas, vous faites un petit mail info@intermed.com ou vous téléphonez au standard d'Intermed pour demander de l'aide. Alors, vous voyez, 11, donc celle-là, elle est passée, mais il y en a encore 4, 18, 25 janvier, 8 et 15 février. Alors, la France des années folles, évidemment, je donnais ce titre, mais c'est plus large. Alors, ces 5 conférences, donc, il y a une participation de 39 €. Il faut bien qu'on vive, naturellement, et intermède. Donc, voilà, donc c'est des conférences, on va dire, historiques, assez charpentées. Et vous avez donc là, l'épisode 1, c'était les conséquences de la victoire, la France traumatisée et la nouvelle Europe des traités de Versailles. Et le bloc national, cette chambre bleue, vous voyez, qui a émergé, donc une chambre nationaliste, 1919-1924. Donc, après-demain, on verra le cartel des gauches, 1924 à 26, avec une terrible crise en 26, et le miracle Poincaré, le franc Poincaré, 1926-1929. L'épisode 3, c'est vraiment les années folles, c'est-à-dire frénésie, étourdissement, mais aussi des progrès techniques, des modes de vie différents. Vous savez, la guerre a tout bouleversé. Hein. Imaginez, par exemple, le rôle des femmes. Et vous savez une chose, à l'issue de la guerre de 14, on envisage, on pose la question des 19 du vote des femmes. Et bien, c'est le Sénat qui a bloqué. Là, la Chambre était d'accord. Et ils se sont bloqués mutuellement, il a fallu attendre 45. Mais pourquoi? Parce que les femmes, pendant la guerre, avaient porté le pays, alors que les hommes étaient au front. Et l'épisode 4, c'est ces années 29-36, la crise, vous savez, la crise de 29, qui se répercute en France à partir des années 31, surtout une série de crises économiques et sociales, qui débouchent d'ailleurs aussi sur... Vous savez, le 6 février 34, on est passé à 2 doigts d'un putsch, donc les ligues qui marchaient sur l'Assemblée nationale, l'instabilité politique. Et enfin, dernier épisode, le Front populaire, 36 à 38, et cette montée vers la guerre mondiale devenue inéluctable. Ensuite, j'aurai un autre cycle, vous voyez, 7, 14, 21, 28 mars, c'est le cycle du mois de mars, et jeudi 4 avril, Louis XIV du zénith aux dernières lueurs du soleil, c'est la seconde partie du règne. Là aussi, beaucoup de choses à voir. C'est l'époque d'ailleurs où Madame de Maintenon est aux côtés de Louis XIV et va jouer un rôle très important, et c'est l'époque aussi des guerres au poids extrêmement lourd. Nous découvrirons évidemment cette seconde partie du règne, qui se terminera d'ailleurs par la mort de Louis XIV, et après il y aura la régence, dont je vais vous dire 2 mots. Et vous avez aussi toujours, alors cette fois c'est les rendez-vous de l'art, un 3e cycle, l'apogée de l'art roman au XIIe siècle, jeudi 25 avril, et les jeudis 16, 23, 30 mai, et le 3 juin à 17h. Donc toujours cycle de 5 conférences, 39 €. Donc, on a vu déjà le XIe siècle et l'art au XIIe siècle, donc là où on va avoir des équilibres parfaits, on va pouvoir se permettre, vous voyez d'ailleurs, par El Monial en haut, cette extension vers la hauteur, la lumière, et c'est d'ailleurs dans ce contexte que naît un courant particulier, l'architecture gothique, dans les années 1130. Mais tout ça, nous le verrons beaucoup plus tard, en tout cas. Voilà, suivez bien les... J'ai mis les liens dans le chat. Ah,
Parfait. Et justement, la Régence, après la mort de Louis XIV, il y a une exposition, figurez-vous, à l'Aube des Lumières, au musée Carnavalet. Donc, eh bien, je ferai la visite de l'exposition le 30 janvier. C'est un mardi, je crois. Hein. Oui, ça doit Oui, être c'est un mardi, ouais. à 15h45. Vous voyez, il y a 200 œuvres. C'est cette période à Paris, vous voyez, alors donc les arts, les hôtels, etc. Et puis cette sorte de, comment dirais-je, de détente après cette fin du règne de Louis XIV tellement oppressante. Nous aurons l'occasion d'en parler. Voilà, ben je crois que nous sommes arrivés au terme de notre conférence. Avez-vous des questions? Non? On a fait à peu près le tour. Vous voyez, donc n'hésitez pas. Bon, le site, vous connaissez. Vous avez le standard intermède. Vous pouvez toujours vous renseigner info@intermède.com. N'hésitez pas à demander des programmes de voyage plus détaillés, poser des questions sur différents circuits, sur les visites, sur les conférences, sur tout ce que vous voulez, ou passer au 10 rue de Mézières dans le 6e. Voilà, j'ai mis aussi dans le chat le lien d'inscription pour le premier café-conférence. Parfait. Et on va se terminer en musique alors, on va terminer avec Léa Descendré. Ah oui, un air absolument magnifique, sublime. Voilà. C'est en boucle. Un air de Juditha Triumphans. Armate face tangue vosa cieco regno squallido, furore socce barbari, furie, 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 venite a nos. Armate face tangue vosa cieco regno squallido, armate, furie, 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 squallido, armate face tabuemus, furore socce barbari, furore socce barbari, furie, 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 armate, venite a nos. Morti fratello stradibus, vindictam tanti funeris, vindictam tanti funeris, irata nostra pectora, dulce ducete vos. Vindictam tanti funeris, irata nostra pectora, morte flagello stragibus, duces, ducete vos, ducete vos. Cieco regno squallido, furore socce barbari, furie venite ad nos. Armate face tangue vosa, cieco regno squallido, armate, furie, 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 armate. Furore socce barbari, furore socce barbari, furie, 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 armate, venite a nos. C'est fabuleux. Véritablement. Vous aurez reconnu d'ailleurs Jean Rondeau au clavecin. C'est franchement la meilleure version. Juditha Triumphans, c'est vraiment sublime avec Thomas Dunford au luth. C'est
fabuleux. Voilà, pour terminer, donc, et puis j'espère vous revoir très bientôt. On fera d'autres conférences de présentation, et puis, si vous le voulez, sur les cycles, après-demain, et après-demain. Voilà, donc, en attendant, encore une bonne année 2024, pleine de belles excursions, de bonnes conférences, et pour ceux qui veulent, qui peuvent, de beaux circuits, plus ou moins lointains. En tout cas, on vous souhaite le meilleur. Et on vous dit à bientôt, hein, Béatrice. Merci à tous de votre écoute. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et là,